Aujourd'hui, quand on développe en JavaScript, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des task runners. Les task runners, ce sont des petits outils qui vont nous permettre de ce qu'on appelle compiler en fait, le code que l'on écrit. En fait, la première des problématiques auxquelles répondent les task runners, c'est la problématique suivante. En fait, le JavaScript n'a jamais été prévu pour réaliser des grosses applications comme on peut le connaître aujourd'hui. Et ce qui fait qu'il y a des faiblesses dans le langage qui font que, par exemple, on ne peut pas importer un fichier depuis un autre fichier. En gros, quand on développe une grosse application, on a plutôt tendance à splitter en fait, le code en plusieurs parties. Donc on va voir d'un côté les vues, d'un côté les modèles, d'un côté les contrôleurs, etc. etc. Et en fait, on ne peut pas, avec le JavaScript, splitter le code de façon facile et on n'a pas de méthode qui nous permet de le faire. Les task runners pallient à ce manquement au niveau du langage dans la mesure où on va pouvoir utiliser quand même des requires dans nos fichiers de code et en fait derrière, les task runners vont faire en sorte d'assembler tous ces fichiers et de faire le matching entre tous les différents requires, donc tous les imports qu'on fait dans les différents fichiers afin que notre code puisse fonctionner. Donc en fait, les task runners, la première tâche qu'ils ont à réaliser, c'est de concaténer, ce qu'on appelle concaténer tous les morceaux de code qu'on peut retrouver, donc tous les imports qu'on peut faire dans tous les différents fichiers. Tout ça va être importé dans un seul fichier et va constituer un fichier JS qui va être notre application entière. Donc ça, c'est la première des choses que font un task runner. La deuxième des choses que fait un task runner automatiquement quand on va mettre en production notre application, c'est de minifier notre JavaScript. En gros, une fois qu'on a notre code qui est écrit, bien évidemment, on prend des espaces, on met des tabulations, on indente bien le code, on utilise certainement des noms de variables qui sont hyper longs, etc. Et en fait, le principe de minification, c'est qu'on va supprimer tous les espaces qui servent à rien, tous les points-virgules qui servent à rien, tous les noms de variables qu'on a donné des noms longs, en fait, on va les raccourcir un maximum pour que ça prenne le moins de place possible. Et comme ça, notre fichier, par exemple, s'il fait 1 méga non compressé, en compressant, ça va donner 400 kilooctets ou 500 kilooctets en fonction de la compression que ça va pouvoir donner. L'idée derrière ça, c'est simplement que quand l'utilisateur va télécharger votre fichier JavaScript via son navigateur de manière automatique, derrière, il a moins de données à transférer étant donné que notre fichier est compressé. En plus de ça, aujourd'hui, les optimiseurs optimisent aussi le code, c'est-à-dire que le code va être beaucoup plus optimisé que ce qu'un développeur peut écrire. Donc c'est vachement intéressant, c'est un bénéfice monstrueux de tous les côtés. Donc dans les task runners, il en existe plusieurs. Ça fait un moment que ça existe. Les plus connus, ça a été Grunt, il y a eu Gulp. Il y a eu plein de task runners différents qui sont sortis sur ce principe-là. Et un des task runners qui n'est pas sorti grâce à React, mais plutôt a eu un essor grâce à React, ça a été Webpack. Webpack, c'est simplement un task runner comme un autre. Alors la version 1 de Webpack a été plus ou moins compliqué à prendre en main parce que configurer Webpack ça s'avère compliqué. Alors pourquoi déjà on utilise Webpack? Webpack a la force de traiter aussi bien du JavaScript que du CSS ou des images. C'est-à-dire que comme je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, React a apporté le développement par component. Le problématique de réaliser des développements par component, c'est que forcément à un moment donné, on a besoin d'images, on a besoin de CSS et tout ça, s'il n'y a pas un système qui permet de gérer ces assets, on ne peut pas faire en sorte de réaliser des components et des développements bien séparés qu'on va pouvoir réutiliser d'une application à une autre. Par exemple, si par exemple vous avez un formulaire qui est présenté d'une certaine manière et qui a besoin d'être présenté de cette manière-là lorsque vous allez le transporter vers une autre application, vous voyez bien que si vous prenez le dossier du component du code JavaScript, il va vous manquer des éléments, il va vous manquer le positionnement CSS de base, il va vous manquer certainement des images de chargement ou peu importe, vous voyez bien, vous imaginez bien le truc, c'est que si vous sortez un component avec juste le JavaScript et que vous n'avez pas des feuilles de style, des images, des trucs comme ça, le component n'est pas forcément réutilisable derrière. Donc en fait l'idée derrière ça, c'est que Webpack est capable de préprocesser des fichiers CSS, des fichiers images, etc. de telle sorte à ce que vous les appelez directement dans vos JavaScript. Donc quand vous allez faire un import dans un fichier JavaScript, d'habitude on fait toujours un import d'un fichier JavaScript, là on peut faire un import de fichier CSS, on peut faire un import d'une image, et ce qui fait que ça livre vraiment le code JavaScript avec un asset qui est dans le même dossier. Ce qui fait que ensuite Webpack est capable de processer tout ça et de mettre dans le beau dossier public, parce que bien évidemment il faut que votre asset, donc votre image ou votre fichier CSS, puisse être exposé sur un dossier public que l'utilisateur va pouvoir télécharger avec son navigateur bien évidemment. Donc tout ça, Webpack est capable d'organiser ce code de cette manière-là et vous permet donc de vraiment avoir des components réutilisables dans plusieurs applications avec des fichiers CSS, avec des fichiers d'image, mais aussi avec des fichiers JavaScript.
Voilà pourquoi Webpack aujourd'hui a une telle importance et tout le monde utilise Webpack. C'est l'une des raisons, c'est voilà, la capacité à Webpack de traiter des imports de fichiers CSS et des fichiers d'images. Alors ça va bien plus loin parce que derrière, on peut imaginer de mettre un plugin qui va permettre d'optimiser les images. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va faire appel à une image dans notre code JavaScript, ben on peut charger un plugin de Webpack qui va permettre d'optimiser cette image-là de manière à ce qu'elle prenne le moins de place possible et qu'elle soit vraiment optimisée pour être utilisée sur le web. Voilà, on peut imaginer plein de choses avec Webpack grâce à ça, et ça en fait vraiment une des forces de Webpack. L'autre force de Webpack qui a été vachement utilisée, enfin qui est l'une des raisons pour lesquelles il est vachement utilisé, c'est qu'ils ont importé le principe de module hot reloading. Alors qu'est-ce que c'est le hot reloading? C'est simplement que quand un développeur développe et va enregistrer son fichier, avant on était obligé de lancer voilà, le task runner, ou des fois il était en automatique, donc il compilait automatiquement les fichiers JavaScript, on allait sur le navigateur, on faisait F5 et puis on regardait le résultat. Là, le principe du hot reloading, c'est simplement que dès que l'utilisateur enregistre un fichier, ben, le task runner va se réexécuter pour compiler vos fichiers, mais aussi ça va mettre à jour automatiquement votre navigateur, c'est-à-dire que votre navigateur va automatiquement se recharger. Dans l'absolu, on se dit bon, ça gagne pas beaucoup de temps, on peut éventuellement s'en passer, c'est pas trop, voilà, c'est pas non plus démentiel. Sauf que quand vous couplez ça avec React, React ils ont vraiment du hot reloading mais sans le rechargement, sans le F5 de la page. C'est-à-dire que quand vous modifiez un component, vous allez voir la modification en instantané sans qu'il y ait de rechargement de page. Alors la force de ça, c'est par exemple vous faites un formulaire avec plusieurs étapes et par exemple vous avez 3 étapes. Avant, ce que vous faisiez, c'est vous développez, vous enregistrez, vous faisiez F5 et là vous retapez tous les champs dans le formulaire, vous refaites votre formulaire entièrement pour arriver jusqu'au point où ça buguait, où ça plantait, ou tout simplement vous développez et vous continuez et puis voilà, vous voyez le process, à chaque fois ça continue. Là avec le hot reloading, dès que vous enregistrez un fichier, en fait automatiquement ça va mettre à jour l'endroit dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes à l'étape 2 de votre formulaire en 3 étapes, bah, ça ne va pas recharger la page et vous n'allez pas devoir re-rentrer toutes les informations dans le champ de formulaire. Ça va garder tout votre contexte d'application comme elle est actuellement et ça va juste mettre à jour le point que vous avez modifié. Ce qui fait qu'un développeur gagne énormément de temps parce qu'il met la fenêtre du navigateur dans un des écrans et il ne le touche plus. C'est-à-dire qu'il développe, il continue et puis là il voit instantanément toutes les modifications qui ont été faites. Donc c'est des modifications autant en code JavaScript mais autant avec des images et des feuilles de style CSS. Donc c'est vachement pratique pour un développeur du coup de mettre au point voilà, tous ces aspects de programmation, tous ces aspects où il va pouvoir vraiment contrôler ce qu'il est en train de développer, corriger comme bug, etc. etc. Donc vous voyez, toutes ces facilités ont été apportées grâce à Webpack. Donc Webpack aujourd'hui a une communauté qui grandit de plus en plus, la version 2 est sortie récemment et devient de plus en plus facile à être utilisable, etc. Et du coup voilà, c'est vraiment un outil indispensable et on peut l'utiliser aussi bien du côté client que du côté serveur. Donc je pense qu'aujourd'hui, enfin dans pas très longtemps, dans pas si longtemps que ça, Webpack va devenir la norme dans les projets JavaScript, c'est-à-dire que tous les projets auront un Webpack configuré pour transpiler, ce qu'on appelle transpiler, donc compiler tout le code qu'on a produit. Voilà ce que je voulais vous dire sur Webpack. N'hésitez pas à poser vos questions éventuellement en commentaire, à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos et je vous dis très vite pour la prochaine.